Alors que les démocrates de la Chambre expriment leurs inquiétudes quant au fait qu'ICE pourrait embaucher des émeutiers du 6 janvier ayant été graciés, notre prochain invité a suivi le processus de recrutement de l'agence en tant que journaliste infiltré. Et son expérience suggère quelque chose d'encore plus inquiétant. La campagne de recrutement d'ICE est tellement bâclée que l'administration n'a en réalité aucune idée de qui rejoint les rangs de l'agence. Je reçois maintenant cette journaliste et autrice de la newsletter Substack Firewalled Media, Laura Jadid. Laura, ton intention n'a jamais été de devenir agente de l'ICE, mais simplement de postuler à l'emploi. Qu'est-ce qui t'a marqué lorsque tu es allée à l'expo carrière de l'ICE au Texas? Eh bien, l'expo était tout ce que j'avais prévu de couvrir, et il y a déjà quelques éléments rien que là-dessus. C'était très vide. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils semblèrent s'attendre à beaucoup plus de personnes que celles qui sont venues. Le lieu était bien trop grand pour le nombre de personnes présentes, et l'entretien en lui-même a duré environ 6 minutes. On m'a un peu accusé en ligne de mentir par omission, mais pour que cela arrive, il aurait fallu qu'ils me posent plus de questions. Ils m'ont posé des questions comme mon nom, ma date de naissance, mon âge. Ils ont pris mon CV qui était 100% exact et ils m'ont dit que j'aurais des nouvelles. Je ne m'attendais pas à avoir de réponse. Parce que j'ai un nom très unique et dès que vous tapez ce nom dans n'importe quel ordinateur, il devient immédiatement évident que je ne suis pas une recrue idéale. Je suis journaliste. Je suis très claire en ligne sur ce que je pense de l'ICE, sur ce que je pense de l'administration Trump. Donc je ne m'attendais pas du tout à avoir de leurs nouvelles un jour. Mais tu as eu de leurs nouvelles, n'est-ce pas? Et je me demande s'il y a quelque chose que tu as pu observer. Vous savez, en plus de faire cette interview de 6 minutes, je penserais, encore une fois, qu'ils regarderaient le casier judiciaire. Ils examineraient l'historique professionnel. Ils vérifieraient si tu as des antécédents de consommation de drogue. Je peux penser à beaucoup de choses que presque n'importe quel endroit dans le gouvernement fédéral ou dans la plupart des emplois du secteur privé voudrait savoir. Qu'as-tu vu qu'ils faisaient? Oui, je veux dire, c'est un peu comme l'expression le chien qui n'a pas aboyé. C'est ce qu'il ne faisait pas. Et ce sont les questions qu'il ne posait pas. Il semblait ne pas s'intéresser à ce genre de choses. C'était vraiment juste une sorte de on va vous faire entrer dans le processus. On va prendre votre candidature. On va recueillir ces données démographiques. Tu sais, tes informations de base. On va les traiter et ensuite on traitera ta demande aussi vite que possible. Et ils ont dit qu'ils donnaient la priorité aux forces de l'ordre en premier. Donc il se pouvait que je n'ai pas de réponse tout de suite. Mais certaines personnes recevaient des offres le jour même. Donc, tu sais, on dirait que c'est quelque chose de systémique. On dirait qu'ils sont très peu curieux à propos des personnes qui postulent. Et les personnes qui postulaient semblaient aussi plutôt peu curieuses. J'ai parlé à un agent de l'ICE. Ce n'était pas une partie de l'entretien. C'était optionnel pour moi plus tard si je voulais juste me faire une idée du travail. Et il n'y avait pas de file d'attente pour ça. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de file d'attente pour quoi que ce soit, mais personne ne semblait particulièrement intéressé à le faire. Lorsqu'il y avait une séance de questions-réponses, tout le monde était très curieux à propos de la formation, mais les gens n'avaient pas beaucoup de questions sur le poste. C'est juste étrange. Alors, au final, quand ils t'ont recontacté, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai raté le premier email parce que je ne m'y attendais pas. Encore une fois, je m'attendais à ce qu'ils me googlent, mais ils ne l'ont pas fait. Peu après, ils m'ont fait une offre provisoire accompagnée de divers documents à remplir pour ma candidature. J'ai accepté l'offre d'emploi. J'ai dû certifier l'absence de condamnation pour violence domestique, fournir les données pour l'enquête d'antécédents et attester ma capacité à réussir le test physique. Tout ce genre de choses. Je n'ai rien fait de tout cela parce que je ne l'avais pas vu. Et pourtant, apparemment, la candidature a avancé quand même, car quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email de LabCorp disant « Hey, viens passer un test de dépistage de drogue pour l'ICE ». J'étais à peu près sûre que ça n'allait pas bien se passer. Le cannabis est légal dans l'État de New York et j'en avais consommé 6 jours avant la date de leur test. Mais bon, pourquoi pas? J'y suis donc allée et j'ai passé le test quand même. Et puis, 9 jours après avoir passé ce test, parce qu'ils sont censés t'appeler quand tu échoues, donc je me demandais, est-ce que j'ai réussi ce test d'une manière ou d'une autre? Alors je me suis connectée au portail de recrutement de l'ICE et j'ai été choquée de découvrir que le portail m'indiquait comme ayant reçu une offre finale et comme ayant accepté cette offre finale. Et qu'une date de début était fixée au 30 septembre, soit 3 jours avant que je ne consulte le portail. D'accord, donc c'est différent de ce que dit le DHS qui vient de publier une réponse à votre histoire sur X. Et ils ont écrit cette citation. Les candidats peuvent recevoir une lettre de sélection provisoire après leur candidature initiale et leur entretien.
Ce n'est plus une offre d'emploi. Cela signifie simplement qu'ils sont invités à soumettre des informations pour examen. Mais ce que tu dis, c'est que même si tu l'as ignoré, ils étaient prêts à t'embaucher avec une date de début, tout le processus. Oui. Non, c'est ça. Et j'ai fait un retweet avec commentaire et j'ai répondu avec une vidéo d'une capture d'écran de ce que j'ai vu lorsque je me suis connectée à ce portail ICE. Ce que j'ai vu, c'était une offre d'emploi définitive, une date de début et un petit message qui disait « Bienvenue à l'ICE ». Ils peuvent essayer de cacher tout cela autant qu'ils le veulent, mais ce n'était pas une lettre de sélection provisoire. C'était une offre finale et une date de début pour un poste d'agent d'expulsion. Et c'est assez drôle qu'ils aient embauché un journaliste qui méprise ouvertement leur programme. C'est drôle, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas combien d'autres personnes ont vécu la même chose. Il semble peu probable que ce n'était que moi. Nous ne savons pas qui porte ces masques avec des armes dans notre ville. Nous ne savons pas s'ils ont des condamnations pour violences domestiques. Nous ne savons pas si les personnes qui gèrent les centres d'expulsion, les centres de détention, ont été condamnées pour des crimes sexuels ou des crimes contre des enfants. Ce sont des personnes que personne ne croira ni ne regrettera. Je veux dire, plus on y pense, pire c'est. Nous arrivons presque à la fin, mais aujourd'hui marque une semaine depuis la mort de Rainey Good. Et juste hier, nous avons eu des informations sur un véhicule d'un citoyen américain percuté par l'ICE, dans ce qui serait un incident de profilage racial présumé. Tous ces agents, comme ceux du DHS, GHS, BDS, ont publié sur X, bénéficiant d'une immunité fédérale dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce qu'ils affirment, ils ont l'immunité fédérale. Après cette expérience, à quel point cela vous inquiète-t-il? Je veux dire, ce serait préoccupant même s'il procédait à une vérification des agents de l'ICE. L'idée d'une immunité absolue est anti-américaine, clairement illégale et terrifiante. L'idée que l'on puisse faire tout ce qu'on veut dès lors qu'on occupe ce poste. Mais c'est encore pire quand on pense au fait que la plupart de ces personnes n'ont peut-être pas du tout été vérifiées. Il est tout à fait possible que ce soit quelque chose qui devrait au moins faire l'objet d'une enquête, à mon avis. C'est une situation d'urgence. Nous avons des gens dans les rues, masqués et armés, qui terrorisent, brutalisent et maintenant tuent des personnes. C'est une situation d'urgence. Et franchement, il est grand temps que les gouverneurs des États fassent appel à la garde nationale ou que les forces de l'ordre protègent leurs concitoyens contre quoi. Je vais le dire clairement, des gens qui terrorisent nos villes. Laura Jadid avec un reportage d'investigation incroyable. Les gens peuvent en lire davantage à ce sujet sur Slate. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'être venus dans l'émission.